Aujourd'hui, Internet, on va parler des choses que j'aime un petit peu moins dans ce que j'ai vu des playtests de One D&D. Le futur de Donjons Dragons est à nos portes et effectivement, il y a beaucoup de gens en ligne qui s'agitent. Ça a été une année très difficile pour Wizard of the Coast, l'éditeur qui s'occupe de créer Donjons Dragons. Avec le scandale de l'OGL, avec toutes sortes de trucs étranges qu'ils ont fait dans les derniers temps, puis surtout le désir de monétiser davantage Donjons Dragons, il était inévitable qu'une nouvelle édition du jeu allait voir le jour. Donc ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont rééditer les 3 gros livres de base, soit le manuel du joueur, le manuel du maître et le guide des monstres. Alors ça, pour sûr, ça va changer en 2024. Il va y avoir de nouvelles règles. Quand même, on nous dit que ce n'est pas une nouvelle édition. C'est compatible à 100% avec l'ancienne édition du jeu qui est sortie en 2014. Donc si vous voulez rouler la malédiction de Strahd, vous pourrez toujours le faire avec ces règles-là. C'est toujours un des 20, je veux dire, il y a toujours des points de vie, il y a toujours un guerrier, un paladin, tout ça, ça ne change pas, là. Fait qu'on n'est pas dans un territoire complètement revampé, mais malgré tout, il y a quelques aspects dans le playtest, donc dans les règles prototypes qu'ils ont mis en ligne, qui m'inquiètent un petit peu. Fait qu'aujourd'hui, je vais le partager avec vous. J'ai parlé la semaine dernière des 5 choses qui m'excitaient. Et bien maintenant, on va régler le compte des affaires qui sont un peu plus problématiques pour moi. C'est subjectif, hein, on s'entend. La première chose que j'étais un peu déçu, c'est qu'après 8 publications sur Unearthed Arcana, où on a sorti beaucoup de règles et de nouvelles règles, je trouve qu'il y a encore certaines classes qui ressemblent un peu beaucoup à ce qu'ils étaient dans la dernière édition. On nous a dit que la philosophie de cette remouture des règles-là, c'était de canaliser ce qui était vraiment le concept fondamental de chaque classe pour vraiment créer le barde, le plus barde qui peut exister dans Donjons Dragons. Puis ça, oui, d'accord, ça m'excite beaucoup, mais je trouve qu'il y a certaines classes qui sont presque identiques à ce qu'elles étaient en 2014. La classe qui, pour l'instant, a l'air de ne pas avoir encore décollé, c'est le moine. Le moine! Le moine! C'est en plus une de mes classes préférées. Tu sais, je trouve ça tellement cool. Tu sais, on pense à un moine, puis on voit toutes sortes de scènes d'action. On voit nos classiques du cinéma de Hong Kong. Tu sais, puis je peux pas croire qu'ils n'ont pas été capables de synthétiser en règles de jeu l'incroyable potentiel du moine. Oui, bien sûr, on a toujours attaque étourdissante qui peut sonner un ennemi pour de bon, mais là, on l'a nerfé en termes techniques. Donc, l'attaque étourdissante est plus aussi potente, aussi puissante qu'elle était dans l'édition de 2014. Et en plus, le moine a encore toujours un problème de ressources. Moi, j'étais convaincu qu'il trouverait une façon pour le moine de se créer plus de points de ki. Donc, les points de ki, c'est des points que tu peux échanger pour faire tes affaires de moine. Et c'est ça le problème du moine. Il a besoin de plus de ki. Ça devient des points de discipline, mais dans cette nouvelle mouture-là, pour l'instant, le moine reste avec un gros problème de « il n'y en a pas assez ». Des points de discipline. Tu fais 2-3 attaques cool, puis après ça, il faut que tu te reposes pendant 1 heure pour les retrouver. T'sais. J'aurais aimé ça qu'on ait plus de points de discipline, qu'on ait accès davantage à ces super pouvoirs cool que le moine peut faire, parce qu'il devient très rapidement à bout de ressources et il doit se reposer pour pouvoir faire ces trucs cool que plusieurs autres classes peuvent faire à longueur de journée sans se fatiguer. Fait que je trouve ça un peu dommage. Je pense que c'était assez facile de réparer le moine et on l'a pas vraiment fait encore. Ça reste que pour moi, ça reste une des classes les plus cool, qui a un haut potentiel cinématographique, mais j'aurais aimé ça, que tout le monde reconnaisse la grande force du moine, mais pour l'instant, sur le papier, il ressemble encore beaucoup à ce qui était en 2014. Une autre affaire qui me déçoit un petit peu, c'est cette obsession de rétrocompatibilité. Cette nouvelle édition-là a tellement été entre 2 chaises, j'en reviens pas. On a du mal à faire une décision claire. Est-ce que c'est une nouvelle édition avec de nouvelles règles
puis on rebrasse les affaires pour améliorer les choses qui ne fonctionnaient pas dans la 5e édition, ou est-ce qu'on reste sur la 5e édition presque textuellement, puis on est vraiment entre les deux chaises, on veut changer mais pas trop parce qu'on veut rester accessible, mais en même temps, on veut que les gens achètent les nouveaux livres parce qu'il y a des nouvelles options cool. Puis je dois dire que cette obsession-là de la rétrocompatibilité, ça fait que les choses changent, mais changent-elles réellement tant que ça? Je trouve ça un brin dommage. J'ai vraiment un feeling qu'on est encore entre deux chaises et qu'on n'assume pas le fait qu'on voulait réellement changer des choses qui ne fonctionnaient pas. Là, puis oui, j'ai parlé des choses qui ont changé, qui me plaisent bien, mais malgré tout, j'ai l'impression que cette obsession de la rétrocompatibilité, ça a limité les créateurs dans ce qu'ils pouvaient faire avec certaines classes, et c'est dommage. Mon autre point qui m'a vraiment aussi déçu, là, je dois dire, c'est le nom. Je ne comprends pas ce qui arrive avec le nom. On nous a annoncé en grande pompe qu'il s'agissait de l'édition finale de Donjons Dragons, la forme ultime du jeu. C'est pour ça qu'on nous a annoncé que ça s'appelait One D&D. On évitait de parler de 6e édition. On a évité de parler de 5.5. Fait qu'on nous a annoncé One D&D, puis c'était le mot-clé que les gens utilisaient pour parler de cette édition-là. One D&D, qu'est-ce qu'il y a de neuf dans One D&D? Les nouveautés de One D&D. Mais là, avec le scandale de l'OGL, j'ai l'impression que Wizards of the Coast a tellement eu une douche froide qu'ils ont fait comme « Oh non, c'est One D&D, c'est un nom de travail. » La réalité, c'est que c'est encore la 5e édition. Fait que cette édition-là s'appelle la 5e édition. Mais moi, en ce moment, ce qui me mélange, puis je suis sûr que vous êtes dans cette situation-là, c'est je vais utiliser le moine, je vais dire à mes joueurs, va chercher quelque chose sur Internet à propos du moine 5e édition. Puis ça va devenir tellement, j'ai l'impression, mélangeant, ça va être une source de confusion, de faire hey, j'ai trouvé de quoi, mais le moine n'a pas les mêmes habiletés que ton moine. Puis c'est comme oh non, moi j'ai le moine de 2014, toi tu as le moine de 2024. Qu'est-ce qu'on va faire au niveau de la nomenclature pour s'en sortir? Va cohabiter un lot de règles qui ils ne s'imbriquent pas parfaitement ensemble. Il y a des différences majeures quand même. Comment est-ce qu'on va parler de la 5e édition de 2024, 5e édition de 2014? J'aurais aimé ça qu'il y ait un nom clair, rassembleur, quitte à parler de 5.5. Pourquoi pas, tu sais? C'est pas si compliqué de dire 5.5. Je pense que les gens étaient très frileux parce que la 3.5, paraît-il, a été genre un gros switch très... ça a été encore un... Ça a laissé des cicatrices dans le cœur de plusieurs gamers, mais je comprends pas pourquoi. Fait que, si vous savez l'histoire de la 3.5, puis pourquoi est-ce que ça a été donc ben un chiant, puis pourquoi est-ce qu'on veut pas nommer ça 5.5, laissez un commentaire, parce que moi, je ne comprends pas ce remue-ménage. Comment est-ce qu'on peut ne pas trouver un nom clair pour sa marque, pour son édition? J'ai l'impression que ça va mélanger tout le monde. Ça me déçoit. Je le dis, m'excuse. Ça me déçoit beaucoup. Prochaine chose, je dois dire que j'ai une petite crainte sur les sujets de certaines aventures. On a beaucoup parlé dans les annonces de Wizards of the Coast qu'on cherchait à créer un espèce de multivers. Donc, qu'on cherchait à faire des références à certains univers connus. Par exemple, il y avait eu le film L'honneur des voleurs de Donjons Dragons. Et on nous a dit que ce qui se passait dans les films aurait peut-être un écho sur ce qui se passe dans les livres, dans les aventures publiées. Dans le dernier Planescape, par exemple, il y avait Mort, un des personnages du jeu vidéo de Planescape Torment, qui est un classique des jeux vidéo de Donjons Dragons. Fait qu'il y a cette espèce de recyclage de personnages connus. Puis là, il y a le jeu Baldur's Gate 3. Je ne serais pas étonné de voir des personnages connus de Baldur's Gate finir dans les livres. Puis j'ai l'impression qu'il y a une espèce de, pas de paresse, mais en ce moment, moi je suis un petit peu irrité de revoir remâcher des affaires qu'on a déjà vues puis déjà connues. J'aurais un appétit pour ces nouvelles aventures-là, originales. Le dernier livre qui est sorti, Retour à Phandelver, qui est juste comme on a reprinté la mine de Phandelver, mais avec plus de stock, oui, j'en conviens, mais tu sais, j'aimerais ça avoir de nouvelles aventures, de nouveaux univers, de nouvelles propositions, plutôt que d'être dans la nostalgie de jeux vidéo que j'ai joué dans les années 90. Tu comprends ce que je veux dire? Ma crainte, là, une aventure avec Vecna qui s'en vient, je veux dire, j'aime bien Vecna, là, puis je vais la jouer, j'aime beaucoup, beaucoup ce personnage-là, mais c'est encore une fois
une légende de D&D. Il y en a eu 1000 des aventures avec Vecna. Critical Role ont fait Vecna. Stranger Things ont fait Vecna. On peut-tu laisser Vecna dormir en paix? Laissez le dieu des secrets reposer. Ne le dérangez plus, bon sang! J'aurais envie de revoir les aventures fraîches et nouvelles comme par-delà le carnaval de Sorcelume, par exemple. T'sais. J'aurais aimé ça, voir ce genre de nouvelles aventures-là qui nous plongent dans des univers qu'on n'a jamais visités encore. Peut-être que mes craintes sont infondées puis qu'on va être très surpris des produits proposés par Wizards of the Coast, mais j'ai l'impression que s'ils suivent un peu la tangente de ce qu'ils font avec leurs cartes Magic en ce moment, puis tu fais des cartes Magic du Seigneur des Anneaux, je suis comme, j'aimerais ça voir des nouvelles idées. J'ai le goût d'être surpris. C'est pour ça que j'achète ces produits-là. Je veux pas voir des choses que j'ai déjà vues. Je veux être surpris puis voir du nouveau. C'est ça. C'est ce que je demande. Ah, écoutez, là, vous avez cliqué sur la vidéo chiale, fait que je vais chialer, OK? Et finalement, l'autre et ultime inquiétude, et je sais que vous êtes plusieurs à la partager, c'est l'idée de la future plateforme en ligne de Wizards of the Coast. Moi, j'ai rien contre l'existence d'une plateforme en ligne qui est contrôlée par D&D Beyond, Wizards of the Coast. Je trouve que c'est très excitant. Je joue beaucoup en ligne. Donc, oui, si c'est une plateforme extraordinaire, je vais l'utiliser. Mais j'ai aussi l'impression que pour la compagnie, puis pour Hasbro surtout, qui est la compagnie mère qui possède Wizards of the Coast, j'ai l'impression que cette plateforme en ligne-là, c'est aussi une façon pour eux d'avoir un peu plus de contrôle sur le bassin d'utilisateurs de Donjons Dragons. Fait que s'il y a de plus en plus de gens qui s'en vont uniquement sur cette plateforme-là, s'il y a moins de possibilités d'obtenir les livres parce qu'ils sont rendus plus difficiles d'accès, plus dispendieux, puis que tout le monde finalement se met à jouer virtuellement, puis que tu peux avoir des nouveaux skins pour tes personnages, si tu veux faire du homebrew puis créer ton propre scénario ou tes propres modules, mais là, s'il faut que tu payes en plus, ben moi, c'est là où je veux pas avoir à payer pour jouer à Donjons Dragons. Suis-je un pingre? Je trouvais que c'était la plus belle invention du monde. Un jeu où tout ce que tu as besoin, c'est ton imagination. Puis je comprends que c'est en contradiction directe avec les désirs de profit de cette multinationale-là, mais j'ai l'impression qu'en ce moment, on va mettre beaucoup de pression pour que le jeu soit de plus en plus enfermé dans cette prison virtuelle-là, que les gens soient enfermés là, parce que tous tes livres, s'ils sont sur D&D Beyond, puis que le jeu est directement relié à ces mondes virtuels-là, ben j'ai l'impression que de plus en plus, ça va être... Mais j'aimerais ça jouer avec cette gang-là, mais cette gang-là, toutes leurs affaires sont sur D&D Beyond. Fait que là, ils m'ont demandé si je pouvais jouer avec eux sur D&D Beyond. Fait que finalement, j'ai l'impression que de plus en plus, ça va être, j'ai l'impression, pour eux, leur modèle d'affaires, de lentement attirer le plus possible leur bassin de joueurs et de maîtres de jeu sur cette plateforme-là. Puis je veux dire, si elle est super, je vais y prendre plaisir. Mais j'ai l'impression que moi, ce qui me plaît, c'est l'idée que je peux donner ça à n'importe qui, Donjons Dragons. Je peux juste pitcher le concept, d'écrire une histoire, d'avoir cette fiche de personnage-là, puis à la limite de juste achète le manuel du joueur. C'est tout ce que tu as besoin pour vivre des années d'aventure. Moi, c'est ça que je trouve qui est fondamentalement le coup de génie de Donjons Dragons. Puis oui, je comprends les motifs de l'entreprise et je leur en veux pas personnellement, mais j'ai quand même peur qu'on cherche un peu à nous enfermer dans cette machine-là. C'est un peu ma crainte. Écoute, je parlais peut-être que je suis un vieux hippie! Eh bien, soit. Qu'il en soit ainsi. Pierre-Louis, le vieux hippie. C'est probablement comme ça que les gens m'appellent de toute façon. Mais voilà, c'est un peu mes craintes reliées à la future édition du jeu. Reste que je veux finir ça en mettant quand même un gros grain de sel là-dedans, là, un petit pincée de sel. Je pense que la plupart de ces craintes-là sont dues au fait qu'on ne sait pas. Qu'il y a plein de choses qui sont laissées un petit peu dans le flou en ce moment. Fait que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui spéculent en ligne, puis oui, ce discours-là peut susciter un peu d'anxiété, surtout quand c'est notre activité préférée. Moi, Donjons Dragons, c'est le jeu auquel je joue le plus souvent. J'aime beaucoup ce jeu de rôle-là, puis j'ai beaucoup d'amis qui s'y adonnent, fait qu'on a beaucoup de beaux souvenirs reliés à ça. Fait que c'est sûr qu'on est un peu plus frileux quand on nous dit que tout va changer.
je vais quand même embrasser ces changements-là avec ouverture, parce que je pense qu'il faut aussi cultiver ce désir-là d'essayer d'aller découvrir ce qu'il en est. Donc non, je ne boycotterai pas tous les produits de Wizard of the Coast. Je veux dire, Donjons Dragons, c'est aussi une communauté. Puis cette communauté-là n'a pas à subir les décisions d'une multinationale. Fait que je continuerai à jouer avec mes amis, puis j'espère absolument que les livres resteront disponibles et accessibles à tous. Fait que voilà, n'hésitez pas à partager ce que vous en pensez dans le respect, s'il vous plaît, dans les commentaires. Et on va se revoir très bientôt pour d'autres aventures, avant 2024, je l'espère. Puis je souhaite à Donjons Dragons une longue vie et un autre 50 ans qui ne soit pas que virtuel, si possible.